Voilà, merci Clémence. 8 minutes. En fait, on va revenir un peu en arrière. C'est sympa de se dire où est-ce qu'on est, mais d'où on vient. Parce que faut pas oublier qu'avant 1970, il y a 55 ans, on est en pleine guerre froide. Il n'y avait pas d'abord oculaire. On faisait tout avec externo. On utilisait des clous, on utilisait des cerclages, des bandes, des rails pour réappliquer les rétines. Et on ne pouvait jamais traiter la pathologie maculaire fine. C'est pour vous présenter là une des premières vidéos de Mackémer, allemand, naturalisé américain. 18 gauges, la taille de mon petit doigt. Il rentre son vitréotome qu'il appelle le Vitreous Infusion Suction Cutter, qui va aller couper très lentement, aspirer, et pour aller vitrectomiser des cas. Les premiers cas sont des diabétiques qui ont saigné, et on va simplement éclaircir. On ne va jamais pouvoir aller peler. On est en deux voies. Donc c'est le vitréotome et l'infusion. Vous voyez la taille. Donc on était sur des chirurgies de sauvetage pour passer assez rapidement, avec l'apport de nouvelles technologies, à des chirurgies beaucoup plus fines. Donc on passe d'indications de vision périphérique vers des indications fonctionnelles de restauration maculaire au moyen d'une chirurgie qui a énormément évolué. Des progrès technologiques sur les 30 dernières années, par nos machines, par la gestion de la pression, la visualisation, la technologie des instruments, la miniaturisation, et tout ça pour réduire également la iatrogénie du geste, et en particulier les déhiscences ou les blessures rétiniennes. Mais le principe est toujours le même, c'est on coupe, on aspire, c'est la vitrectomie, avec une irrigation séparée, et on visualise ce qu'on fait. Dans les années 2005-2006 arrivent les trocars 23 gauges, puis 25 gauges, 27 gauges, et on sait que ces trocars ont amené une diminution du risque de déchirure rétinienne périphérique, contrairement à ce que j'ai connu le 20 gauge, avec une ouverture sclérale, et encore amélioré par les miniaturisations en 27 gauges. Ce sont des trocars qui sont maintenant valvés, et la valve permet de contenir la pression intraoculaire qui est systématiquement contrôlée pendant l'intervention pour éviter ces épisodes en bas à droite d'hypotonie péropératoire à l'origine d'un hématome choroïdien en direct. Ces deux poches d'hématome choroïdien, de décollement puis d'hématome choroïdien qui vont venir gréver le pronostic fonctionnel de cet œil sur des hypotonies non contrôlées. Voilà. Et puis vous voyez toute la gamme d'instrumentation qui vient s'associer à la cohérence de ces trocars de taille diminuée. Les vitréotomes sont également de plus en plus petits. On passe de quasiment 1 mm à 0,5 mm en 25 gauges, et puis 0,3 mm en 27 gauges. Mais alors plus le vitréotome est fin, moins vous allez être efficace dans votre vitrectomie, plus elle va prendre du temps. Et un des moyens pour pallier à cette réduction de calibre des sondes, pour rendre la vitrectomie la plus efficace, c'est soit d'augmenter l'aspiration. Alors vous augmentez, mais attention, danger pour la rétine périphérique. Soit de raccourcir la longueur du tube, mais là vous ne pouvez pas raccourcir ce tube. Soit d'augmenter le temps d'ouverture de votre extrémité de la sonde de vitréotome. Et c'est la technologie actuellement utilisée pour couper et faire la vitrectomie rapidement, malgré une petitesse de calibre. On augmente la durée d'ouverture de la sonde. Et puis une autre technologie qui consiste à aller liquéfier le vitré avant de l'aspirer, c'est ce qu'on appelle la vitrectomie ultrasonique, qui est encore en développement. Pour vous montrer le vitréotome pneumatique, ça permettait d'avoir, ça c'est la flèche, il y avait une seule lame, et puis maintenant vous avez une double lame. Je ne sais pas où est le pointeur. Vous avez une lame à gauche, une lame à droite. C'est bien que en haut, le pointeur. Non, pas de pointeur. Ah voilà. Ici, vous n'avez qu'une lame qui vient couper le vitré lorsqu'il est aspiré. Et vous avez des vitesses de coupe autour de 8 000 à 10 000 coupes par minute. Et avec ces nouveaux systèmes, eh bien, vous avez une lame distale et une lame proximale, si bien que vous coupez à l'aller et vous coupez au retour, tout en laissant un temps d'ouverture de votre extrémité du vitréotome plus longtemps ouverte. Vous pouvez avoir des coupes jusqu'à 20 000 coupes minutes désormais.
Et plus vous coupez rapidement, plus vous êtes sécurisant sur la rétine périphérique en termes de risque de iatrogénie. Donc on peut doubler facilement le temps d'ouverture. La vitrectomie hypersonique est en développement depuis maintenant 7-8 ans. Ça permet de délivrer plus d'1 million de fréquences harmoniques par minute et de liquéfier à l'extrémité de la sonde le vitré avant de l'aspirer. On a encore c'est en développement dans certains centres, encore à l'essai parce que le temps de vitrectomie reste encore difficile de créer la séparation du cortex vitréen postérieur, d'aspirer, puisque la sonde liquéfie avant d'aspirer. La visualisation a augmenté, elle s'est améliorée. On passait de lentilles plates, convexes, concaves, biconcaves à des supports de lentilles contact grand champ et désormais des systèmes non contact qui sont adaptés avec toujours un inverseur d'image permettant d'avoir une vision en grand champ. Et grâce également à l'amélioration des éclairages, avec des éclairages qui sont moins toxiques, du xénon, des filtres jaunes, des grands champs, des chandeliers qui vous permettent de libérer une main. Vous pouvez avoir toute une panel de systèmes d'éclairage vous permettant d'aller voir dans les recoins et d'améliorer votre précision de geste. Ici, par exemple, la mise en place d'un trocar. Donc les 3 voies sont positionnées et on positionne sur midi un trocar, dans ce trocar, un chandelier qui permet chez les diabétiques d'aller, par exemple, disséquer en bimanuel. À droite, voilà, par exemple, une chirurgie maculaire, mais avec un éclairage. Donc on est finalement en 2 voies. Les colorants, ça j'en reparle pas, on utilise très fréquemment des colorants. L'OCT péropératoire, tu nous l'as montré, a un intérêt, mais quand vous voulez colorer la hyaloïde postérieure, les cristaux de Kenacort sont très utiles. Les colorations bleues des tissus prémaculaires, prérétiniens permettent de visualiser ce que l'on fait de manière... il y a d'autres cristaux qui sont commercialisés, les cristaux de lutéine également. Orange. Je ne remonte pas l'intérêt de l'OCT péropératoire. Et puis des microscopes qui permettent un meilleur confort pour le chirurgien qui reste en tête haute, qui visualise en 3D grâce à des lunettes l'imagerie projetée sur un écran 4 ou même 8K et qui permet d'avoir une imagerie péropératoire en 3 dimensions permettant de diminuer l'intensité lumineuse pour protéger votre rétine. Ça permet de stimuler aussi l'équipe chirurgicale qui vous entoure puisqu'ils sont un peu de la partie, puisqu'ils ont accès à l'imagerie en temps réel. Il faut savoir qu'une société israélienne développe également un casque de réalité virtuelle qui est posé sur la tête du chirurgien et le chirurgien peut visualiser sa chirurgie où qu'il positionne son regard. Et ces casques sont maintenant devenus assez légers, comme ici, permettant de voir en réalité augmentée l'impression de l'image opératoire, quelle que soit la position de la tête. Des avancées, des nouvelles indications. On sait que les trous maculaires, quand ils sont de grande taille, on va mettre du tissu à l'intérieur du trou maculaire. Ça peut être une membrane amniotique, ça peut être de la limitante interne. La tenon marcherait aussi très bien, je pense. Et sachez que dans la chirurgie du myope fort, ça a été très bien illustré juste avant, ces rétinoschisis avec décollement séreux fovéolaire du myope fort. Les indications chirurgicales sont maintenant bien établies avec des consensus. On respecte un fovea sparing, comme tu l'as noté. On peut même parfois indenter l'aire maculaire pour permettre de fermer des trous maculaires des forts myopes. Et enfin, un rappel, c'est une chirurgie qui est relativement onéreuse, avec tous ses consommables. On est très attentif à essayer d'être parcimonieux dans nos dépenses. Personnellement, j'opère à l'hôpital depuis maintenant 20 ans sans anesthésiste, même pour la chirurgie vitréo-rétinienne. C'est une sous-ténonienne qui est réalisée. Il n'y a pas de consultation préopératoire. Le malade il n'est pas sédaté, il n'y a pas de voie veineuse. L'anesthésie sous-ténonienne permet d'obtenir une dilatation pupillaire. Les malades ne sont pas dilatés en entrant au bloc. Et une analgésie assez complète. Et puis on essaie de recycler notre packaging pour que nos blouses, nos casaques, le plastique soient réutilisés. Et enfin, le futur, c'est aujourd'hui à la fois la robotisation
et l'intelligence artificielle. Les deux vont apparaître clairement dans les 10 prochaines années. La robotisation permettant d'améliorer le geste dans sa précision pour aller peut-être cathétériser des veines ou des artères, pour aller injecter une thérapie génique en sous-rétinien, ou des chirurgies de dissection tissulaire un peu précises. Il y a 3 modes de robotisation aujourd'hui. Vous avez l'instrument lui-même qui reconnaît la fréquence de tremblement du chirurgien, et on sait qu'on a une fréquence de 40 microhertz chacun, et puis elle augmente avec l'âge malheureusement. Eh bien, à l'image de vos AirPods qui annulent l'oscillation sonore pour vous faire un blackout absolu, eh bien, l'instrument va aller en contrephase annuler votre tremblement. Donc vous avez une pince qui ne tremble plus. C'est tout détente, comme dirait Serge. Vous avez un système hand-to-hand robotic system, c'est-à-dire que le chirurgien est à la tête du malade, mais l'instrument est dans l'œil du malade et il est animé par l'opérateur, mais à distance, en main droite. Et vous comprendrez bien que ça permet de désamplifier, décupler la précision du geste grâce à leur contrôle visuel, bien sûr, mais le chirurgien est quand même sur site. Et la troisième étape, c'est un système robotique téléporté, c'est-à-dire que le chirurgien n'est plus à la tête du malade. Il est dans sa petite cabine, toujours dans le bloc, mais à l'extérieur du champ, et il a une vision en 3D de ce qui se passe. Et joystick, c'est un peu à l'image du système Da Vinci qui est utilisé en chirurgie urologique. On a assisté il y a maintenant 1 an à la première vitrectomie par le robot Lucas de la compagnie Accure Surgical, une société belge qui a permis de comprendre que la vitrectomie était possible, le médecin étant téléporté à distance. Et puis l'étape ultime, c'est que le chirurgien ne tremblera plus, puisque c'est le robot qui fera, et le chirurgien pourra aller jouer au golf à sa convenance en toute détente. Voilà l'avenir. Et puis l'intelligence artificielle, on sait, l'intelligence artificielle est capable d'analyser des images et savoir si le patient a une rétinopathie diabétique. Eh bien, l'intelligence artificielle commence à rentrer sur la vidéo chirurgicale. Et si votre microscope est équipé d'un software permettant de dépister, tiens, tu as fait une déchirure rétinienne en périphérie à l'occasion de ton DPV, on éduque le software et le deep learning à comprendre l'image péropératoire. Voilà peut-être une solution pour éviter certains écueils chirurgicaux que nous rencontrons toujours. Merci. Merci Vincent. On voit que du coup les vitréotomes sont plus petits, plus rapides, plus fins, plus tout, et du coup on a développé le 27 gauge. Et finalement ces 5-6 dernières années, on est un peu revenu en arrière. Globalement, j'ai l'impression qu'on est presque tous opérateurs en 25. Est-ce qu'il reste une place pour le 27? Est-ce que toi ça t'arrive d'opérer en 27? Est-ce qu'il y a des gens ici qui opèrent en 27 gauge ou est-ce qu'on est tous revenus au 25? Oui, le 27, plus c'est petit, moins c'est iatrogène, peut-être en termes d'infection, mais plus c'est petit, plus c'est long quand même. Hein. Plus c'est long. Plus c'est mignon, mais pourquoi passer 10 minutes à retirer un vitré quand on peut le faire en 3 minutes, en 23 ou en 25? Entre le 23 et le 25 gauche, la faisabilité est la même. Et puis il y avait une problématique sur la rigidité de l'instrumentation. Le 27 gauche est très rigide, donc est très peu rigide. Il se déforme et vous pouvez vous retrouver avec des angulations d'instruments qui peuvent mettre à mal la poursuite de la chirurgie. Moi, personnellement, je serais resté en 25. Certains même sont passés au 23. Le 27, je ne vois pas qu'il y ait aujourd'hui beaucoup d'avenir, à moins de rigidifier sérieusement non seulement la base, mais tout le fût métallique. Aujourd'hui, ils ont juste. Ouais, aujourd'hui, il est juste rigidifié à sa base. Il est juste rigidifié à sa base.